Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture 2025. Très heureux de vous retrouver ce matin pour un plateau qui va être focalisé sur les semences et on va aborder à la fois la complémentarité entre les semences de maïs et les semences fourragères. Alors l'intitulé qu'on a voulu donner à ce plateau, c'est Semences fourragères et semences de maïs label SF+, au service de l'autonomie de l'exploitation agricole. Cette autonomie, elle prend plusieurs formes, c'est l'autonomie protéique, l'autonomie énergétique et l'autonomie volumétrique. Alors, on va voir tout ça grâce à nos trois experts qui sont avec moi sur le plateau et vous allez le voir très complémentaires. En face de moi, monsieur Fabrice Chevalier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc, vous êtes responsable développement maïs au sein de Semences de France. Et Semences de France fait partie du groupe InVivo. À votre gauche, bonjour Cédric Couder. Bonjour, Cyril. J'ai dit Cédric. Cyril, voilà. Ça commence très très mal. Donc Cyril Couder, vous êtes agriculteur donc, dans les Hautes-Pyrénées, vous allez nous expliquer ça près de Tarbes. Et donc vous êtes agriculteur au sein du GAEC de la ferme du Castérieux. Oui. Ceux qui n'arrivent pas à s'en souvenir, vous le voyez, c'est écrit sur la veste sans manche. À votre gauche, monsieur Édouard Deblé. Bonjour Édouard. Bonjour. Vous êtes responsable développement fourragère et couverts végétaux, également chez Semences de France, puisque c'est un semencier qui a une diversité en termes de gamme et de culture. Alors Cyril, on va commencer peut-être par une présentation de votre exploitation. J'ai dit qu'elle était dans les Hautes-Pyrénées, à proximité de Tarbes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Culture, conditions pédoclimatiques, pour dresser le portrait de votre environnement. Oui, donc ferme du Castérieux, donc au nord de Tarbes. On est sur une SAU de 142 hectares, en polyculture élevage, avec transformation fromagère. On a 90 vaches laitières à la traite et 250 brebis laitières à la traite. Bon, bien sûr, par chez nous, la principale culture va être le maïs, en étant dans le sud-ouest. C'est, on va dire, la partie la plus facile à faire chez nous. Oui. Et après, voilà, on va avoir céréales classiques. Et on essaye au maximum d'avoir de l'autonomie sur l'exploitation. C'est vraiment le but premier. Et je pense que ça va être intéressant, le plateau aujourd'hui. En protéines, vous faites aussi du soja, me semble-t-il. On fait du soja. Et après, tout ce qui va être aussi partie fourragère, avec du riz gras trèfle, voilà, et un ensilage. Et aussi du foin classique. Alors pour être tout à fait sûr que les gens nous comprennent bien, en termes de commercialisation de vos fromages, on fait une petite pub ? Alors, vache, brebis, mélange, et on va avoir aussi des parties un peu spécifiques chez nous, avec du piment d'Espelette en étant proche du Pays Basque, du fenugrec et de l'ail des ours. Et voilà, donc on approche du déjeuner, ça nous donne un petit peu faim. Et en termes de commercialisation, c'était ça aussi la question ? Donc nous, c'est un peu un avantage qu'on a sur la ferme, puisqu'elle a plus de 40 ans. On a un panel, on va dire, complet, puisqu'on va de la GMS. D'accord. Donc grande et moyenne surface. Oui. À la partie vente à la ferme, voilà, puisqu'on fait partie de Bienvenue à la ferme. On est aussi à la partie coordination Bienvenue à la ferme des Hautes-Pyrénées. Donc voilà, on fait vraiment tout ce panel complet. D'accord. Donc ce qu'on voit effectivement, vous avez des circuits de commercialisation multiples, complémentaires, et donc voilà, qui assurent la commercialisation de vos fromages, dont vous nous avez vanté les mérites. Et à l'approche du déjeuner, nous font saliver les papilles. Alors, Fabrice, les labels SF+, qu'est-ce que ceux-ci ? Pourquoi vous les avez créés ? Et est-ce que vous pouvez nous expliciter la logique qu'il y a derrière ces gammes ? Alors, les labels SF+, pour la gamme maïs Semences de France, ont été créés maintenant il y a un peu plus d'un an. Et l'idée était de mettre en exergue des points forts de nos variétés qui sont attendus par les agriculteurs utilisateurs. Alors, 3 labels ont été mis en place donc, de ces 12 derniers mois. Sur le démarrage, la vigueur au départ, donc le SF+, Vitality pour plus de vigueur au départ. À partir du moment qu'une variété exprime 110% dans la notation par rapport au témoin sa vigueur au départ, elle a cette qualificatif qui permet de sécuriser la mise d'implantation de la culture. Le deuxième label, c'est le SF+, Security. Là, on est plus sur de la partie agronomique et expression du potentiel des variétés. Cyril en a parlé tout à l'heure, on reverra des exploitations et des années qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas, avec des expressions de rendement qui sont parfois différentes sur la même parcelle en fonction de l'année. Et donc l'objectif étant d'avoir sur l'ensemble des potentiels accessibles une qualification de plus de 100% pour la valeur étudiée. Donc la label plus une forme Security. de gestion du risque
risque en fait. Gestion du risque, de résilience par rapport au climat et à la diversité des scénarios et de sécurité, donc le security. Et puis, pour un agriculteur éleveur, il y a une attente aussi d'autonomie sur l'énergie nécessaire à la production animale. Donc, Semences de France a mis en place un SF+ énergie par un apport d'amidon supplémentaire dans ces variétés de maïs. Et donc, le label est attribué à partir du moment où une variété a plus 105% en taux d'amidon. Par rapport aux témoins, qui permet d'avoir une énergie supplémentaire et d'avoir une petite autonomie supplémentaire dans le cadre de l'exploitation. Donc voilà pour ces 3 labels. Les Vitality, label Vitality, finalement les grands avantages finalement de cette vigueur très forte au démarrage, quels sont-ils? Alors, il permet de sécuriser l'implantation, soit en semi-précoce. On a besoin d'un démarrage rapide pour sécuriser la densité de levée, qui est le premier facteur de l'expression du rendement. Et puis, la vigueur au départ, ça permet d'avoir un pouvoir couvrant au niveau de la parcelle. Et ce pouvoir couvrant va permettre de mieux maîtriser les enherbements, voire même d'utiliser parfois un peu moins de produits phytosanitaires, d'herbicides pour contrôler les adventices. Donc là, il y a une course contre le temps. Au niveau des ravageurs, ça a un bénéfice aussi ou pas? Alors aussi au niveau des ravageurs, il faut savoir que les attaques au niveau du système racinaire, que ce soit Stopin, Scutirigirel ou autre, effectivement, la qualité et la vitesse d'implantation, c'est une histoire de course, c'est une histoire de vitesse. Et la vigueur au départ va permettre une certaine esquive au niveau des ravageurs souterrains. On voit qu'il y a une compétition, une course entre tous ces éléments-là. Juste pareil sur la sécurité, vous pouvez vraiment nous expliquer, bon, vous avez dit c'est pour l'expression du potentiel du rendement, mais ça se joue à quel moment? Alors, la résilience, le cycle d'un maïs, c'est du semis jusqu'à la récolte. On a vu la qualité d'implantation par la vigueur au départ, mais un maïs va passer par une phase de programmation dans sa phase jeune, au stade de 7-8 feuilles, la mise en place des composantes de rendement. Il va passer par une phase de fécondation dans la période estivale, autour du 14 juillet jusqu'au 1er août. Et puis il va passer par une phase de remplissage du grain une fois que la fécondation a été mise en place. Donc l'objectif de la résilience, d'être capable d'avoir un très bon comportement sur les situations différentes, c'est d'avoir des aptitudes de très bon comportement, de résistance aux sécheresses sur les phases de programmation, sur les phases de fécondation et sur les phases de remplissage du grain pour sécuriser dans l'ensemble des conditions possibles un minimum de rendement pour l'agriculteur. Donc on voit bien effectivement les stats clés, déterminants par rapport aux composants du rendement. Édouard, là on a vu l'approche maïs, vous êtes aussi au sein de Semences de France, on l'a vu tout à l'heure, couverts végétaux et semences fourragères. Est-ce qu'en semences fourragères, vous avez aussi des approches de ce type-là, avec des mélanges ou des gammes identifiables? Parce que ce qu'on a vu, ce que vous nous disiez Fabrice, c'est visibilité, lisibilité, c'est assez simple à comprendre, Vitality, énergie, voilà, tout ça. Est-ce que vous avez des approches de même type en semences fourragères? Oui, alors tout à fait. Le point important qu'a évoqué Fabrice, c'est la notion de résilience. Et je pense que Cyril va nous expliquer, lui, concrètement, comment il le vit. Oui, tout à fait. Et en fait, en semences fourragères, c'est un pilier qui est aussi également très important. Le choix ça se manifeste par plusieurs choses. La première des choses, pour nous, c'est le choix de la variété. Donc en fait, on teste et on évalue les variétés. Donc un régras, c'est pas un régras. Il y a différentes caractéristiques qui peuvent justement s'apparenter au label SF+ Vitality, par exemple des vigueurs d'installation plus faciles, des espèces qui seront plus adaptées ou d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est évaluer la performance de la variété et finalement étudier son cycle et l'adapter son cycle par rapport aux contraintes climatiques qu'on va avoir. La notion de contraintes climatiques, c'est une thématique qu'on aborde aussi dans le cadre des associations et des mélanges. Parce que l'une des réponses en fait aux contraintes climatiques, ça va être d'adapter justement une association de différentes espèces qui vont gommer les défauts d'une espèce principale pour apporter plus de résilience. Et dans cette thématique-là, de notion de résilience, nous on a un projet sur les 3 prochaines années qui va être autour des prairies climatiques, on a appelé prairies climatiques. L'idée, c'est de travailler sur 2 stratégies principales. La première stratégie, ça va être une stratégie plutôt d'éviction, c'est-à-dire on contourne le problème, on produit un fourrage sur une phase où le fourrage permet d'emmagasiner des stocks. Et où le climat est moins risqué, c'est exactement. Ça en fait, on va installer, par exemple, sur les phases d'automne, on va maximiser les stocks de printemps
passer tranquillement l'été où c'est plus compliqué pour certaines espèces et favoriser les climats d'arrière-saison avec une pousse automnale plus importante et donc stocker là. Et la deuxième phase, c'est plutôt l'adaptation. Et donc là, on va plutôt travailler sur des mélanges qui, eux, ont intérêt à pousser sur ces phases de stress hydrique. Donc on va adapter les espèces sur ces phases justement où le stress hydrique peut être présent. Et on va travailler avec des espèces. Alors on voit effectivement toute l'importance de l'aspect géographique, les parcelles, le contexte pédoclimatique, vous l'avez évoqué, mais aussi dans le temps, hein, vous l'avez évoqué Fabrice sur les 3 éléments clés, Édouard de la même façon sur les périodes à risque, par exemple l'été par rapport à la sécheresse, on voit bien contournement, adaptation, vous l'avez dit. Vous mettez en place des réseaux d'essais du coup parce que Cyril, dites-moi si c'est vrai. Quand on est agriculteur, vous dites j'ai fait des essais dans cette région de France. Oui, c'est bien, mais chez moi. Enfin, quand je dis chez moi, près de chez moi. Ah, tout à fait. C'est une des choses où, on va dire, toute la France, on sait que c'est difficile de faire des essais partout. Ouais. Mais nous, on le ressent parce que dans ma région, on n'a pas trop d'essais là-dessus. Donc, c'est difficile derrière. C'est un appel à témoins, ça. Oui. Ce serait bien qu'ils mettent des essais dans sa région. Donc, vous avez un réseau national d'essais, c'est ça ? Oui, normalement, ça doit revenir. Ok. Ça y est, c'est là. Tout à fait. D'accord, donc le réseau d'essai, effectivement, alors on ne peut pas être dans chaque commune, chaque canton ou chaque éleveur. Ah, vous ne pouvez pas satisfaire toutes les demandes. En tout cas, on essaye. Ouais. Disons qu'il y a des contraintes pédoclimatiques marquées en fonction des régions, que ce soit le nord-est, l'ouest, le massif central en altitude, le sud. On est presque à Tarbes, mais pas encore tout à fait, on n'est pas très loin. C'est le sud et les montagnes, là. Le début des montagnes, le Piémont. Tout à fait. J'essaie d'oublier personne, mais effectivement, en fait, on évalue les caractéristiques des variétés sur ces différents climats. Et notamment aussi l'adaptation des mélanges par la composition et le comportement. Super, et on essaye d'évaluer justement dans ce projet-là, en tout cas, les contraintes climatiques, c'est-à-dire avec des données météorologiques prises sur chaque parcelle. Donc ça passe par des sondes capacitives pour évaluer par rapport à l'eau. Exactement. Fabrice, j'ai oublié de vous poser la question concernant, parce que là on voit vos réseaux d'essais internes, j'imagine que vous avez la même chose, et vous parliez des 110% par rapport aux témoins, ce sont à la fois vos réseaux d'essais ou d'expérimentation, mais aussi des instituts reconnus qui mettent ça en place. Sur quoi vous vous basez pour quantifier ? Effectivement, en premier lieu, nous avons un réseau interne, donc avec des collaborateurs en recherche qui travaillent spécifiquement ces axes déterminés pour établir les variétés. Donc ça crée une base de données, ce qu'on appelle la base de données de la partie recherche. Ensuite, intervient, et là, effectivement, au niveau national, pour Semences de France, c'est plus de 100 essais qui sont mis en place chaque année au niveau national pour étudier l'ensemble de ces variétés. Alors, comme Édouard, on n'est pas dans chaque carrefour, on n'est pas chez chaque exploitant. Bon, Cyril, vous n'avez pas d'essai fourragère, vous n'avez pas d'essai maïs. Non, mais on va peut-être y aller, non ? Oui. On vient de discuter à l'instant, on a quelques essais qui sont très proches au niveau de son exploitation. Donc effectivement, l'objectif est de quadriller l'ensemble du territoire France pour avoir l'ensemble des conditions pédologiques. Et on teste en pluriannuel. Ces labels sont déterminés au bout de 2 ans pour justement éprouver les scénarios climatiques qui se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donc ça, c'est un premier base de données, facteur interne. Et on a aussi des réseaux externes. Je pense à Arvalis qui a aussi plus de 350 essais au niveau national pour éprouver ces variétés. Et pour notamment le critère SF énergie, la partie amidon, on peut très bien aller sur le site Varmaïs, qui est le site consultable d'Arvalis, où on peut voir qu'effectivement nos variétés sortent très très bien sur la partie amidon. Donc ce sont bien effectivement des valeurs quantifiées, mesurées et validées de toutes parts sur votre réseau interne est un tiers de confiance, parce que je crois qu'on peut qualifier ainsi Arvalis. Cyril, la réalité sur le terrain, chez vous, près de Tarbes, comment vous gérez cette complémentarité, puisqu'on l'a vu, il y a un enjeu énergétique, tous ces enjeux qu'on vient de décrire. Comment au quotidien vous les gérez sur votre exploitation ? Alors aujourd'hui, ça devient, on le sait, assez compliqué parce que avec les aléas climatiques qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Mais l'idée c'est d'essayer au maximum d'arriver sur l'autonomie. Et donc on va privilégier le maïs par chez nous parce que c'est quelque chose qui est vraiment, on va dire, à 100% sûr. Mais après l'idée c'est autour de ce maïs-là, justement, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, par l'aide justement de la partie Régra, pour vraiment gagner en autonomie protéique. Parce que on a cette difficulté-là aujourd'hui en France.
d'avoir tout en fait. Ouais. C'est vraiment le but, on l'essaye au maximum. Même si c'est pas ça. Vous m'avez parlé d'une autre culture aussi que vous faites en complément là, que je ne connaissais pas, le soja. Ouais, et le métail. Ah, le métail, tout à fait. On fait du métail aussi, oui. D'accord. On fait du métail, souvent par contre en dérobé, et qu'on va ensiler en septembre par contre. Mais voilà, toujours pareil, pour gagner en autonomie le plus possible. On voit Fabrice et Edouard ont utilisé souvent le terme de résilience. Alors on pourrait dire limiter le risque ou gérer son risque, régularité. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là aujourd'hui ou peut-être avant on était recherche de performance un peu pure? Ce que nous dit Fabrice, il faut tester sur plusieurs années parce que c'est plutôt la moyenne qui va nous intéresser. Est-ce que vous êtes dans cette logique? On est dans cette logique-là, bien sûr, parce que aujourd'hui, se focaliser sur une chose, faire le maximum, Oui. avoir le meilleur rendement, c'est plus l'intérêt par rapport à tout ce qui se passe. Donc nous, on va plus être sur une logique, essayer d'homogénéiser le plus possible, avoir des rendements moyens partout, Oui. pour vraiment gagner là-dessus, parce que le risque est trop important aujourd'hui. Voilà. D'accord. On, Ouais. perd, on perd une culture, ça peut arriver, et ça Oui. devient compliqué. Donc vraiment, c'est le but vraiment d'homogénéiser le plus possible, être le plus régulier, quitte à avoir des rendements moins importants, mais plus réguliers partout. Alors, est-ce que quand vous discutez avec vos clients agriculteurs, donc vous vendez des semences fourragères et des couverts végétaux, on l'a dit tout à l'heure, alors pour les semences fourragères, est-ce que vous appréhendez la globalité de l'exploitation, c'est-à-dire ce raisonnement qui repose sur deux piliers, deux jambes, enfin je ne sais pas comment on doit le dire, mais en tout cas deux composantes complémentaires, vos commerciaux, vos équipes, comment vous intégrez l'ensemble de l'approche de l'exploitation agricole sur cette ration, sur cette autonomie? Oui, alors disons que l'objectif de la globalité, elle est, je pense, au cœur de tous les acteurs de la filière. D'accord. Parce qu'on voit bien, en tant qu'éleveur, c'est son quotidien. Oui. Nous, il y a le filière, l'aspect distribution, c'est aussi un axe important. Et nous, à notre échelle, c'est également quelque chose qui va être étudié. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de fertilité des sols. Oui. Je fais un petit parallèle à côté avec les couverts végétaux, mais c'est un ensemble, c'est un global. Donc on a un raisonnement plus global qu'avant, c'est ça que vous dites aussi? Plus global, on a des objectifs et des contraintes qui nous forcent à changer et à trouver des axes d'amélioration. Malgré tout, sous contrainte. On est sous contrainte, on est tous sous contrainte. Et en fait, cette évaluation-là, elle va nous permettre justement d'aller chercher des associations qu'on n'aurait pas forcément faites. Et bon, voilà, on va essayer de travailler sur. C'est aussi la capacité, parce que là, je le disais, Semences de France est comme un grand semencier, donc vous avez aussi accès à des ressources génétiques, à une palette de variétés, de cultures assez large. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que finalement, on élargit le champ des possibles dans ce que vous m'expliquez là. C'est-à-dire, on sort de la zone de confort pour aller chercher des solutions adaptées à ce changement, cet environnement si incertain. Oui. C'est ça que j'entends? Tout à fait, oui, parce que en tant que chef produit responsable de développement, on pilote la gamme. D'accord. La première action, c'est notre métier, c'est de choisir la meilleure variété pour l'avenir. Oui. C'est pas oui, il faut le rappeler, le temps de développement d'une variété, vous pouvez nous rappeler un petit peu? 10 ans. Voilà. Le temps de la sélectionner, de la multiplier. Plus court en maïs, une variété grain va faire 4-5 ans, On peut grand maximum. Lorsqu'elle fonctionne bien en fourrage, ça va être 6-7 ans. Voilà. Ouais. Donc c'est un turnover qui va très très vite et comme l'a dit Edouard, effectivement notre objectif c'est nous projeter dans les variétés qui seront cultivées par les agriculteurs de demain. C'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer comment sera la culture de fourragère dans 10 ans, donc en 2035. C'est un peu ça l'enjeu, en tout cas au niveau de la recherche, pas au niveau du chef produit, mais au niveau de la recherche, un temps long, mais c'est l'avantage aussi d'avoir ces ressources, c'est-à-dire que vous avez des ressources génétiques importantes pour faire ces combinaisons en tant que semencier conséquent, quoi. Tout à fait. Alors, comment, Cyril, donc vous dites, je fais du maïs. Alors, comment vous organisez pour avoir cette ration qui, d'un point de vue énergétique, protéique, volumétrique, est optimale pour vos animaux? Alors déjà, nous dans le GAEC, donc on est plusieurs, on est 4 associés, donc chaque associé gère un secteur. Donc déjà, la première des choses chez nous, c'est la partie élevage. On se met au point avec la partie culture, à savoir réellement quel objectif on veut dans la ration. D'accord. Déjà, même ne serait-ce que pour aller plus loin, quel litrage on vise à l'année. D'accord. En fonction de ça, on va vraiment adapter notre système de ration, et y compris dans nos cultures. Et c'est vraiment la base. Et après, nous, c'est beaucoup plus maïs, forcément. Oui, vous l'avez dit, La ration est plus facile à faire pour nous avec le maïs. Mais depuis plusieurs années, on travaille avec des techniciens pour adapter une ration plus en herbe, justement, pour réduire, parce qu'on sait que le maïs aujourd'hui, même si chez nous il pousse très facilement, ça devient quand même compliqué. Il est mal vu aussi en France. Mais par contre, le maïs chez vous, il est non irrigué quand même, parce qu'on a souvent cette discussion sur les usages de l'eau. Oui.
Là, vous prenez que l'eau de pluie, quoi. Alors, on a une partie irriguée quand même. un peu quand mais même. D'accord. très fine. On Ouais. a une trentaine d'hectares tout à Oui, mais voilà. principalement non Principalement irrigué. non irrigué, avec des rendements, on pourra en parler, une moyenne de 140 quintaux en non irrigué. Mm. Donc bon, voilà, Ça va. c'est Ouais, plutôt bien. C'est un standard très haut. Oui. Est-ce que vous avez une complémentarité aussi entre les 4 associés sur les secteurs, les sols, est-ce qu'ils sont différents et est-ce que Oui. vous jouez aussi finalement sur cette complémentarité des apports entre vous 4? Tout à fait, c'est l'intérêt qu'on a dans ce D'accord. GAEC-là. C'est justement vraiment, on va tous voir les terres, on va tous, voilà, D'accord. vraiment on essaye de faire tous ensemble, même si chacun est sectorisé. Parce qu'on produit quand même 60 tonnes de fromage et on a quand même 6 salariés, il y a quand même du boulot. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de se réunir ensemble, on va voir le terrain, même au niveau des stades, ne serait-ce que pour l'ensilage par exemple chez nous. D'accord. L'idée, c'est les 2 éleveurs avec Sud-Culture, on va voir vraiment l'aspect. Et vous décidez ensemble alors? Oui, on décide ensemble. Ça y est, c'est bon. Ouais. On y va. C'est ça. D'accord. Bon, on va dire 3 semaines avant, parce que si on y va la dernière semaine, Non, c'est mais compliqué, j'entends, on mais est s'il y perdu. a un moment, on prend la décision, quoi. C'est Oui, ça. Ok. tout à fait. Et du coup, par rapport aux luzernes, vous disiez vos sols, ils sont pas forcément très On a- adaptés, quoi. C'est On ça? a un gros problème de pH voilà, par chez nous, et donc la luzerne est compliquée à exploiter. Bon, après, on ne se cache pas, en étant à 2 heures de la frontière, enfin même pas 2 heures de la frontière espagnole, on travaille avec les Espagnols sur cette D'accord. partie-là. Mais voilà, on essaye aussi d'avoir une autonomie quand même, par exemple sur le soja. Voilà, Oui, c'est ça, c'est pour ça. on que- fait travailler une entreprise à côté de chez nous qui va le toaster, le broyer, nous on le récupère. D'accord. Voilà, on essaye de travailler quand même Ouais. comme ça. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein. On fait Tout le à mieux fait. qu'on peut hein, sur les. C'est exactement Voilà. ça. Hein, alors un mot de la fin peut-être. Fabrice, ce qu'on a vu, ces gammes SF+, SF comme Semences de France, je pense, SF+, C'est exact. vous avez... attendez, avant de reprendre, j'ai oublié. Vous avez un nom de gamme aussi, vous, chez vous? Parce qu'on a évoqué le protéique, mais est-ce que vous avez... Je vous ai demandé si vous aviez une approche, mais est-ce que vous avez des noms, comme on a vu le petit acronyme SF+? Oui, alors nous on a sur l'aspect protéique en fait, Oui. on a une gamme, un label qu'on va appeler Protéimax. En fait, max, un maximum de protéines. C'est D'accord. assez, Donc c'est aussi visible, c'est-à-dire que c'est assez visible. Ouais. voilà, hein, c'est important quand même parce que l'offre elle est pléthorique, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a beaucoup. Donc vous SF+, je vais revenir à vous Fabrice, et vous Max, riche en protéines. Exactement. Ah, d'accord. Donc le mot de la fin, Fabrice, on a vu ces gammes, visibilité, lisibilité. Quel message vous avez envie de faire passer par rapport à finalement cette réponse pour partie que vous apportez avec comme objectif l'autonomie de l'exploitation agricole? Alors, effectivement, on a très bien vu, hein, nos 2 activités entre Édouard et celle des maïs que je porte Ouais. sont parfaitement complémentaires. Oui. Hein. Cyril l'a parfaitement illustré au niveau de son exploitation. Donc, on a bien un objectif dans la complémentarité de mettre en exergue le besoin d'autonomie hein, de l'exploitation. Et en fin de compte, l'objectif, et c'est un peu l'idée du groupe InVivo dont on est affilié, hein, c'est Ouais. de ne pas apporter seulement des produits, hein, les uns derrière les autres, où on va voir un agriculteur, on dit voilà, fais telle variété parce moi, qu'elle je est fais bien ça. sur ce critère, ou fais telle fourragère parce qu'elle est bien sur ce critère, mais d'appeler plutôt une solution, hein, une solution globale, une transversalité pour apporter une réponse à des problématiques locales. Donc on a bien vu, hein, celle de Cyril, elle est bien fondée sur une ration complète et la plus efficiente, la plus efficace, hein, amoindrir les coûts. Donc l'idée globale hein, entre les Max et les SF+, ce sont la complémentarité de l'ensemble au niveau de l'exploitation pour aller vers l'autonomie de l'agriculteur. Est-ce qu'on peut dire, Édouard, que finalement, au sein de Semences de France, on voit cette complémentarité? Vous avez, alors peut-être pas toutes les cartes en main, mais beaucoup de cartes en main dans cette approche plus globale de l'exploitation, vous l'avez rappelé. Et Cyril nous a dit, j'ai d'abord mon objectif de production de lait et de fromage, et à partir de là, j'établis mes cultures, mes potentiels, et je m'organise pour faire ça. Est-ce que vous avez les cartes en main? Ouais, on a une partie des cartes en main. Oui, mais j'ai pas dit toutes les cartes. le jeu de cartes définitif, c'est quand même. Ouais. Non, mais en tout cas, proposer pour jouer. Ouais, tout à fait. Je dirais que effectivement, nous, on a une partie des cartes en jeu, le choix du produit, le choix de la variété, Ouais. et le choix de la largeur de gamme et de la Ouais. profondeur. C'est ça. Et en tout cas, je pense que Fabrice travaille comme moi, mais on essaye d'avoir justement toutes les solutions pour que, en fonction des besoins réels de l'éleveur qu'on a en face, Ouais.
par le biais de son distributeur, parce qu'on ne Ouais. passe pas en direct. Oui, tout à fait. Il va avoir le choix justement de pouvoir orienter. Il définit ses objectifs à lui et derrière on s'oriente vers une solution qui est envisageable. Ouais, Il veut récolter précocement, tardivement, on a les variétés adaptées. On veut travailler plutôt sur l'aspect vraiment concentration de la valeur alimentaire. On l'a vu tout à l'heure. On va l'avoir également. Donc, C'est ce que j'entendais par carte en main, hein, c'est-à-dire à proposer. Hein. Après, on sait tous que c'est l'agriculteur au final et l'éleveur qui décide. Cyril, et vous donc dans cette approche finalement autonomie de l'exploitation, comment vous voyez les choses? Parce que vous l'avez dit vous-même, on a 6 salariés, on fait du fromage, du lait. L'environnement climatique, pédoclimatique, enfin climatique surtout est pas évident. Comment vous, voilà, en résumé. En résumé, je pense que nous, l'avenir, il va falloir justement qu'on se rapproche des semenciers aujourd'hui. Oui. C'est mon point de vue, hein, mais pour voir une évolution. Parce que là, on est dans un système qui devient compliqué par rapport à l'aspect climatique. Oui. Et je pense que les semences vont évoluer, et on l'espère hein, d'ailleurs. Et il faut que nous, on travaille avec eux justement pour que ça puisse avancer, parce qu'on a quand même une crainte, si vraiment cet aspect-là, il évolue très rapidement dans les années à venir, on sait que nous, on va être tributaire Oui. de l'aspect climatique. Et donc je pense que c'est important voilà, de relier tout le monde, de faire des essais justement le plus possible, même si on sait que c'est un coût, hein, on ne dit pas le contraire, mais il va falloir vraiment que ça avance, D'accord. parce que ça fait peur. Aujourd'hui, on D'accord. le sait. Ouais. Encore plus nous dans les Pyrénées, avec cet aspect orageux l'hiver, Ouais. l'été, beaucoup de pluie l'hiver. Ça peut être D'accord. compliqué. Donc la nécessité de travailler ensemble, certes, les deux entités de Semences de France, mais avec les agriculteurs et les éleveurs, Oui. puisque vous dites finalement ce changement s'accélère. Et Oui, très vite Hein même. voilà. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour vos éclairages. On a vu à la fois la complémentarité entre vous deux sur les espèces et Cyril finalement nous explique finalement comment tout ça s'imbrique au profit ou au bénéfice ou avec l'objectif de sa production laitière et fromagère. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon salon et encore merci pour vos contributions. merci. Merci. Merci.